Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro de Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors on commence tout de suite cette émission avec le chiffre de la semaine, 50 milliards de dollars. C'est la fortune de Donald Trump et de 9 des membres de son gouvernement qui est le plus argenté de l'histoire américaine. Un président qui se prétendait la voix des oubliés, mais qui va défendre les intérêts des super riches et encourager la voracité sans limite des loups de Wall Street. Alors les premières mesures du nouveau président américain sont plutôt inquiétantes. Va-t-il servir d'épouvantail ou de modèle pour les pays européens lors de prochaines élections, Patrick Le Yarrick? Ni modèle vraisemblablement, ni épouvantail forcément. Cela va dépendre de la prise de conscience des citoyens dans l'Union européenne et au-delà de ça. Aux États-Unis d'abord, où il y a déjà des mouvements contre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et puis ici même, parce que on voit bien qu'il a désigné l'Union européenne aux côtés de la Chine comme étant son ennemi, comme il désigne le Mexique comme étant son ennemi, comme il désigne les Noirs comme étant son ennemi. Et ce qui est vrai dans ce que vous suggérez dans votre question, c'est qu'il y a des forces dans l'Union européenne qui s'inspirent de lui ou sont tentés de s'inspirer de lui. Ceci se développe et c'est très inquiétant. Mais peut-être que raison de plus pour solidariser les salariés, le monde du travail et de la création, les retraités, les privés d'emploi de l'Union européenne, sur une autre base, sur la base d'une refondation de la construction européenne actuelle, parce qu'on ne peut pas suivre, évidemment, ce modèle qui exclut certaines catégories de la population et qui fait la part belle précisément aux hommes qui ont l'argent et aux femmes qui ont l'argent. Et c'est des tentatives qui existent par chez nous aussi, c'est-à-dire que jusque-là les hommes politiques du conservatisme et de la droite étaient des mandataires des intérêts des puissances financières, mais aux États-Unis, ce sont les puissances financières qui se sont installées dans les ministères et à la Maison-Blanche. Alors il est temps maintenant de découvrir la femme de la semaine. Il s'agit d'Angela Davis, infatigable militante féministe, figure du mouvement noir de libération des années 70. Elle a été 2 fois candidate à la vice-présidence des États-Unis pour le Parti communiste et elle était à la marche des femmes organisée à Washington samedi 21 janvier. On l'écoute. Hurling accusations of murder and rape and building walls will not erase history. No human being is illegal. The struggle to save the planet, to stop climate change, to guarantee the accessibility of water from the lands of the Standing Rock Sioux to Flint, Michigan, to the West Bank and Gaza. The struggle to save our flora and fauna, to save the air. This is ground zero of the struggle for social justice. This is a Women's March, and this Women's March represents the promise of feminism as against the pernicious powers of state violence. An inclusive and intersectional feminism. An inclusive and intersectional feminism that calls upon all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. Patrick Le Yarrick, à l'heure où partout dans le monde les droits des femmes sont malmenés, y compris dans les plus grands pays comme les États-Unis, on vient de le voir, la France ou la Russie qui vient de légaliser les violences conjugales, considérez-vous comme Angela Davis que là où reculent les droits des femmes, c'est la démocratie qui fait un bond en arrière? Oui, parfaitement. Elle a utilisé dans son discours un terme extrêmement important qui peut-être n'est pas compris, mais c'est
le fait que ces luttes-là, la marche des femmes aux États-Unis était une lutte intersectionnelle. Autrement dit, elle dit que c'est universel en quelque sorte. C'est que dès lors qu'aujourd'hui, dans une société marquée par deux phénomènes, la concurrence libre, dite non faussée, mais elle est libre comme une loi de la jungle, et la montée d'un phénomène politico-religieux dans la société, on voit bien que ça sert le système. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait que les femmes ne seraient pas l'égale des hommes, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas des êtres humains comme les hommes, à la fois pour augmenter les discriminations et des sortes de ségrégation, mais en même temps pour alimenter ce système. Et donc, le fait qu'il y a cette marche avec ce contenu-là, c'est-à-dire un contenu qui est regroupant en quelque sorte, parce qu'il est à la fois féministe mais antiraciste, féministe mais aussi porteur des valeurs pour l'égalité, pour l'écologie, pour la liberté. Je crois que c'est un enjeu qui peut-être, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être qu'il est trop sous-estimé chez nous. Je crois que c'est un enjeu majeur pour toute notre humanité, c'est-à-dire ne pas laisser faire ce qui est en train de se passer dans l'Union européenne aujourd'hui, en Russie, aux États-Unis et puis dans d'autres endroits où les femmes non seulement sont bafouées, violentées, mises au rencard, mais elles sont considérées comme des sous-êtres humains. On ne peut pas laisser faire ça. C'est notre humanité en quelque sorte qui est en cause. Et de ce point de vue, ce qui est en train de naître là est très intéressant. On passe à la rubrique sociale. Alors pendant que les médias nous abreuvent du Penelope Gate et autres querelles politiciennes, les liquidations continuent. Deux exemples. Le groupe Vivarte, qui comprend la halle aux chaussures, la halle aux vêtements, André, Minelli, Naf et bien d'autres, eh bien, il multiplie les licenciements massifs ainsi que les cessions d'enseignes. Fusion, restructuration, fermeture de magasins et suppression de près de 800 emplois. Voici ce que souhaite Patrick Puy, le PDG job killer du groupe, à ses salariés pour l'année 2017. Notons au passage que le groupe Vivarte a touché 44 millions d'euros de l'État depuis 2014, dont 14 en 2016, au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE. Leur seul intérêt aujourd'hui, c'est de démanteler le groupe pour récupérer le plus de fonds et arriver à sortir de Vivarte avec les poches pleines. Autre exemple, à Amiens, l'usine Whirlpool, qui fabrique des machines à laver haut de gamme, annonce sa délocalisation vers la Pologne. Au-delà des 290 postes supprimés, cette fermeture menace des dizaines d'emplois chez le principal sous-traitant de l'usine, Prima, toujours à Amiens, et c'est également une très mauvaise nouvelle pour les 50 à 250 intérimaires qui avaient l'habitude de travailler chez Whirlpool. Alors on pourrait hélas multiplier ces exemples. Face à cette recherche de rentabilité à tout craint, est-ce que les politiques ont la possibilité d'agir pour éviter la désindustrialisation du pays et la grave casse sociale que cela engendre ? Il faut avoir le courage de s'attaquer à ça maintenant. Ça fait 20 à 25 ans qu'on se trouve devant ces phénomènes, à la fois soit des entreprises qui se développent par endettement, il y en a encore actuellement et des grosses, et au bout de tout ça, c'est le cas de Vivarte. Soit des entreprises qui jouent à l'intérieur de l'Union européenne la concurrence précisément, c'est-à-dire ils délocalisent dans des lieux où ils considèrent qu'ils vont pouvoir augmenter leurs profits, mettant les salariés sur le carreau, et puis détruisant littéralement des territoires, ce qui est en train de se passer en Picardie et à Amiens particulièrement, et de ce point de vue extrêmement inquiétant. On ne peut pas laisser faire. Alors, est-ce qu'ils ont le pouvoir ? Oui, c'est une question de volonté politique. Si on faisait des efforts pour harmoniser les rémunérations dans l'ensemble de l'Union européenne, ce serait le contraire de la concurrence. Si on ne donnait pas sans condition de l'argent du crédit impôt compétitivité, comme ils l'appellent si bien, dont on nous a dit que ça servait à maintenir l'emploi, on voit bien que c'est un funeste mensonge. Donc, au moins qu'il y ait le contrôle, qu'il y ait des obligations de résultat, mais dans le cas-là, il faut qu'il rembourse. Et donc, il faut que l'Assemblée nationale prenne des dispositions
pour empêcher les plans de licenciement dès lors qu'ils servent à augmenter les profits et la rémunération des actionnaires. Et au-delà de ça, il faut une visée bien plus importante. C'est ce qu'ont proposé cette semaine mes amis André Chassaigne et Pierre Laurent, qui ont déposé une proposition de loi sur les bureaux des deux assemblées pour dire qu'il faut inventer ce qu'on pourrait appeler une nouvelle sécurité sociale, une sécurité sociale qui garantit un travail ou une activité à chacune et à chacun et qui garantit en même temps une continuité de rémunération sans diminution évidemment de celle-ci, quelle que soit la période. On peut sortir de son travail pendant des mois, voire des années, pour avoir une activité. On peut faire de la solidarité, on peut développer des associations, on peut être élu local, on peut s'occuper des autres. On peut aussi, on va devoir se former. La transition numérique, la transition environnementale va nous obliger à nous former parce qu'il va y avoir de nouveaux métiers. Donc il faut qu'il y ait continuité de revenus. C'est une proposition tout à fait nouvelle, extrêmement révolutionnaire et qui vise à ce qu'il y ait zéro chômeur dans notre pays. Alors, si les fermetures et les pillages d'usines dont on vient de parler sont le symbole de la mondialisation malheureuse, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada en serait la consécration. Le fameux CETA impliquerait en effet la suppression de droits de douane, la déréglementation du commerce de biens et de services et le nivellement vers le bas des normes sociales, environnementales et alimentaires. Il est actuellement négocié très discrètement à Bruxelles sous l'influence des lobbies des multinationales. Alors, face à ce nouveau déni démocratique et malgré le peu d'entrain des médias à s'emparer du sujet, eh bien dans toute l'Europe, la résistance citoyenne et des parlementaires de gauche s'organise. Alors Patrick Le Yarrick, qu'est-ce qui pourrait encore aujourd'hui arrêter ce fameux CETA ? D'abord ce que vous avez dit, le mouvement citoyen qui est en cours ici dans l'Union européenne, mais aussi au Canada, avec les associations de consommateurs, les organisations syndicales, des forces politiques progressistes. D'autre part, il va y avoir un vote au Parlement européen dans quelques jours, le 15 février prochain. Et moi, quels que soient ces votes antérieurs, quelles que soient ces opinions, j'engage chacune et chacun à interpeller les députés européens pour leur demander de ne pas voter ce texte. Parce que ce texte, c'est un texte, comme vous l'avez dit, qui élimine les droits de douane, qui organise la dérégulation. Mais il va bien plus loin que cela. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que dès lors qu'une assemblée locale ou notre assemblée nationale voudra voter un texte qui ne sera pas conforme au fond des orientations qu'il y a dans le traité avec le Canada, eh bien, il y a un organisme qui s'appelle un organisme de coopération réglementaire. Ça apparaît sympa comme ça à première vue, mais cet organisme de coopération réglementaire qui est fait de juristes payés par les lobbies de chaque côté dira, lui, jusqu'où peut aller telle ou telle loi, telle ou telle décision que prend une collectivité locale ou l'Assemblée nationale. Autrement dit, il y aura a priori un contrôle sur la possibilité pour nos élus de voter tel ou tel texte. Dès lors qu'on aura un texte, par exemple, je viens de parler de la sécurité sociale professionnelle, il est bien évident que la sécurité sociale professionnelle est interdite par les multinationales qui, elles, veulent pouvoir utiliser la main-d'œuvre où bon lui semble, quand bon lui semble, au prix qu'elle veut, au salaire qu'elle veut et aux conditions de travail qu'elle veut. Et donc, eh bien, on sera embêté. Une entreprise qui importera du gaz de schiste ou qui voudra produire ici du gaz de schiste, si on s'y oppose, eh bien, évidemment, on nous dira a priori. Et comme ça ne suffit pas, ils ont inventé quelque chose d'incroyable. C'est un tribunal international privé. Ce tribunal international privé qui est au seul service des multinationales et qui pourra poursuivre une municipalité, une région, un département, l'État, notre État français, l'Union européenne elle-même, devant les tribunaux, dès lors qu'elle considéra que c'est contraire au droit d'investissement. C'est-à-dire, on est en train d'inventer un droit nouveau, qui n'est pas le droit humain, qui est le droit des affaires. Et donc, ceci est extrêmement grave. Et il y a un doute sur
compatibilité entre le droit que veut inventer cet accord de libre-échange avec le Canada et notre propre droit européen. Et c'est pour ça que nous avons demandé à plusieurs reprises que ce traité soit déféré, soit étudié par la Cour de justice européenne. Comme l'avait demandé d'ailleurs le président de la Wallonie, M. Magnette, quand il s'est battu il y a plusieurs semaines de cela, et ceci nous est refusé, puisque nous nous sommes trouvés en minorité au Parlement européen là-dessus. Mais comment se fait-il que tel ou tel individu qui ne respecte pas le droit, lui, immédiatement, il est en comparution immédiate, mais là, on va permettre qu'un nouveau droit s'impose par-delà notre droit européen, et ceci sans discussion aucune. Donc il faut, par tous les moyens dont on dispose, faire échouer cela. Donc la prochaine étape, c'est essayer d'obtenir une autre majorité au Parlement européen. Ce sera difficile, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Et après, il faudra étudier d'autres choses. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'assez incroyable, c'est que bien avant que les parlements nationaux pourront donner leur opinion pour savoir s'ils sont d'accord, on va quand même appliquer l'accord. On dit que c'est un accord provisoire. Donc, on sait bien que le provisoire, dans ces conditions-là, va durer, mais il va durer au détriment des populations, au détriment des paysans, au détriment de nos services publics, au détriment de la qualité alimentaire, au détriment de notre santé. Donc, il ne faut absolument pas laisser faire ça. Pour terminer cette émission, nous vous emmenons maintenant au musée. Il y a 40 ans, le 31 janvier 1977, le musée d'art moderne était inauguré à Paris. Décrié avant son ouverture, Beaubourg est devenu un emblème de l'art moderne et contemporain qui a vu défiler plus de 102 millions de visiteurs. On regarde tout de suite une archive. Le Centre d'art et de culture Georges Pompidou. Un immense vaisseau fait de verre et de métal au service de l'art contemporain. L'aboutissement d'une véritable épopée architecturale commencée par un concours international et signé Renzo Piano et Richard Rogers. Des milliers de mètres carrés consacrés à la culture. Édifice surprenant lorsqu'on le découvre pour la première fois, puis peu à peu attachant. La contestation souvent violente qui entoura le projet et sa réalisation ne saurait être l'arbre qui cache la forêt. Le centre existe. 20 000 personnes sont venues le constater au lendemain de l'inauguration. Ce sont ces visiteurs qui lui apporteront, au fil des mois et des années, sa véritable légitimité. L'ambition de Georges Pompidou, le fondateur de Beaubourg, était de démocratiser l'accès à l'art et la culture. Alors est-ce que le pari, à votre avis, est réussi? Et aujourd'hui, en France, qui porte cette ambition? Oui, il semblerait que le pari est réussi. C'est un beau lieu où viennent, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens. C'est à la fois un lieu de création, c'est un lieu qui porte la connaissance, qui porte les savoirs, qui les met à la disposition d'un large public, et cela dans les différentes disciplines de l'art. Et ceci donc est très intéressant et doit être valorisé, même s'il est vrai qu'à l'époque, le bâtiment lui-même a été discuté, a été parfois moqué, mais c'est une belle réalisation et un bel endroit pour se cultiver, pour s'élever, pour s'émanciper en quelque sorte, et donc il faut le soutenir. Malheureusement, son budget est trop rabougri, trop limé, comme d'ailleurs le budget de la culture, et donc qui porte aujourd'hui une telle ambition? Malheureusement, on ne le voit pas, puisque mis à part les collectivités territoriales, les communes, particulièrement les communes où mes amis gèrent, comme à Ivry, comme à Aubervilliers, comme à Saint-Denis, comme il fut un temps au Blanc-Ménil, où il y a eu, sous la direction du maire à l'époque, l'idée de créer un grand forum de rencontres, etc. Mais dans un contexte d'austérité, dans un contexte où on diminue les crédits publics. Et malheureusement, bien souvent, les crédits publics qu'on diminue sont ceux
qui sont destinés à la culture, donc au développement humain. Et ça, il faut absolument combattre ça. Mais il y a pire, je crois. C'est qu'il y a une tendance aujourd'hui portée par un certain nombre de gens à non seulement marchandiser la culture, mais à privatiser la culture. Il y a par exemple un rapport publié il y a quelques années et qui est une partie du programme caché de M. Macron qui s'appelle le rapport Juillet-Lévy. Et c'est un rapport qui porte précisément là-dessus, qui porte sur la société de l'immatériel, où on dit textuellement qu'il convient de traiter le capital humain de manière économique. Donc de traiter l'être humain, mais aussi de traiter la création immatérielle, l'art et la culture, en la vendant, comme on vend un musée à Abu Dhabi, comme on vend telle ou telle collection à tel ou tel endroit. Mais au bout du compte, c'est le contraire de Beaubourg. Ça conduit à ce que chacune et chacun, quels que soient ses revenus, ne peut pas y accéder ou ne pourra pas y accéder. Et donc il faudra combattre ça. Et je crois qu'un des grands enjeux d'avenir, c'est précisément pour toutes les questions qu'on a abordées, celle de l'émancipation des femmes, celle de la question d'une sécurité dans l'emploi, celle de l'éducation. Je crois que parmi les priorités qu'il faut se fixer, c'est aider à développer l'aide à la connaissance, à l'éducation, à la formation et surtout l'accès à la culture. Je crois qu'il faut revenir à cela parce que plus on aura de gens qui auront accès à la culture, qui seront cultivés et qui seront au fait dans des situations, qui auront un imaginaire critique, eh bien mieux ça ira pour nous tous. Patrick Le Yarrick, merci. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.